Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+, 91 FM. L'enregistrement de ce fil se fait à New York. Vous l'entendez dans le quartier de Chelsea. Vous entendrez et vous entendez des conversations, de la musique, une machine à café qui fonctionnera. Aujourd'hui, je suis en conversation avec Stéphane Grunwald, un avocat français, anglais, états-unien et canadien. Comme nous nous connaissons, nous nous tutoierons. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel. Alors partons de là Stéphane. Je t'ai présenté comme français, anglais, états-unien et canadien. 4 adjectifs dont 3 sont liés à l'espace anglophone. Avant de parler de tes domaines de travail, as-tu grandi dans un contexte social et familial qui t'a donné l'étincelle pour te lancer dans l'aventure qui est la tienne depuis quelques années ? D'abord, merci Lionel pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir cette conversation. On en a parlé depuis pas mal de temps, donc c'est sympa de pouvoir organiser ça. Oui, alors j'ai grandi dans un environnement éminemment international, et notamment anglophone. J'ai une sœur, elle-même avocate, et nos parents nous ont très vite, quand on était jeunes, scolarisés dans un environnement anglophone en France. Donc j'avais déjà une appétence vers la langue anglaise. Voilà, donc en fait, c'est pas surprenant que j'ai eu quelque part le bug de l'international, puisque même en France, moi-même de parents issus de pays différents, en fait, mes parents ne sont pas d'origine française, donc j'ai grandi en France, mais dans un environnement éminemment international, y compris à l'école et au niveau familial. Quelle est l'histoire de la famille, des parents un petit peu pour... J'ai un père qui est d'origine russe et polonaise, et mon père est une première génération en fait né en France, puisque du côté de mes grands-parents paternels, mon grand-père était né en Pologne, ma grand-mère était née en Russie. Donc j'avais cette partie-là du côté vraiment d'Europe de l'Est du côté de mon père. Ma mère est du Maroc espagnol, donc le nord du Maroc. Ma mère est née au Maroc et n'est venue en France qu'à l'âge de 27 ans. Donc vraiment, elle a amené avec elle une culture très différente de celle de mon père, mais qui a quelque part nourri cette diversité et parfois cette dualité en fait en termes de culture par rapport à ma propre organisation personnelle. Alors dualité, est-ce que ça veut dire contradiction? Est-ce que ça veut dire des difficultés? Comment on se repère dans une... Non, c'est pas des difficultés, c'est qu'effectivement il y a deux cultures qui sont extrêmement différentes. Dans une des cultures, on a un côté beaucoup plus ouvert, etc., à la discussion, quelque part au fait de s'ouvrir plus naturellement en tant que personne. De l'autre culture, on a une culture davantage tabou sur certains points, on parle moins. Donc, et j'ai un père qui est d'une origine en fait, qui a vécu la guerre. Donc beaucoup de choses en fait ne peuvent pas se dire de la même façon. Donc j'ai vécu un petit peu avec ça, mais ça m'a façonné comme individu et c'était simplement pour rebondir sur le côté un petit peu international de mon... Voilà. Donc ta sœur est avocate. Oui. Tu es avocat. Oui. Est-ce que déjà le droit était dans la famille? Pas du tout. Pas du tout. En fait, moi je dis souvent à titre un peu de boutade qu'on a des parents divorcés et du coup, on est allé vers le droit en ayant peut-être l'impression que c'est ce qui allait nous permettre de nous défendre et nous protéger, ce qui est complètement une boutade. Mais non, pas du tout. En fait, je pense que ma sœur l'a probablement davantage voulu dès le départ. Moi, c'est un petit peu au fil de l'évolution de mes études préalablement au droit qui ont fait quand je me suis... Et en fait, ce qui n'était pas forcément le meilleur calcul pour l'international, parce que le droit s'exporte beaucoup moins que d'autres métiers, en fait. Donc, c'était pas du tout... Or, j'avais dès le départ une envie d'aller vers l'international. Alors, tu avais envie d'aller à l'international, ce que tu as réussi, et tu lui as dit que c'était un mauvais calcul, le droit. Donc, tu n'as pas calculé ta vie professionnelle ? Non, pas du tout. En fait, je savais que je voulais partir aux États-Unis. Il fallait que je trouve un moyen de faire combiner ça avec le choix d'études que j'avais faites. Et c'est vrai que dès lors que j'ai pu aller dans les études plus avancées au niveau droit et m'orienter vers la partie droit des affaires, j'ai essayé de faire rentrer un petit peu le côté international des affaires dans cette équation, mais à l'origine, c'était vraiment pas du tout quelque chose de naturel en fait, de marier les deux. Alors, qu'est-ce qui était à l'origine de ce désir de droit, de ce... En fait, moi, à l'origine, je suis un ancien de Sciences Po, hein, donc je suis passé par des études de sciences politiques, et c'est vrai que mes 3 matières de première année
qui étaient les principales, c'était le droit, l'économie et l'histoire. L'histoire me semblait intéressante et ça a toujours été une passion pour moi, mais je me sens peut-être moins en mesure d'en faire un métier qui allait m'amener vers l'international. L'économie me semblait très intéressante, mais j'avais l'impression que je pouvais quelque part l'apprendre moi-même en lisant des journaux, etc. Et le droit me semblait un langage complètement différent. Et donc j'avais été curieux d'en savoir davantage. Donc c'est en même temps que dans les études de Sciences Po que je me suis orienté vers le droit progressivement. Donc dans le droit, il y a plusieurs domaines. Mais l'idée, moi, je vois le droit comme étant Pesero ou du moins la défense, pardon pour l'image. Non, mais... Est-ce que c'était ça, ce qui nourrissait ton imaginaire à l'origine, peut-être avant le bac ou au moment du bac? Non, pas du tout. Encore une fois, j'étais dans le système américain. Jusqu'au bac, donc j'avais pas vraiment, je connaissais même pas le système français, je savais pas comment on arrivait à ce stade-là dans l'université. Et donc c'est vrai que non, le droit en fait c'est simple. Le début des années de droit qui est un peu un fond commun pour tous les avocats. C'est pour autant qu'on veuille se destiner vers le métier d'avocat, parce que le droit amène à de nombreuses professions, n'était pas forcément lié à ce que je fais aujourd'hui. Après, c'est vrai que dès lors que j'ai commencé à me développer vers le droit des affaires, je dirais la transition vers le business et l'international s'est présenté à moi plus naturellement. Et donc le passage de la France vers New York est ici. Quelles sont les étapes décisives qui t'ont amené à réaliser ton rêve? Tu as un rêve de jeune homme. J'ai baigné dans la culture américaine. J'ai baigné comme beaucoup en France, dans les films, dans le cinéma d'Hollywood, la musique américaine, etc. Et je pense que j'avais ce rêve d'aller en Amérique beaucoup plus que ma sœur, par exemple, qui a quitté l'école internationale et américaine très tôt. Moi, je suis resté dedans jusqu'au bout et c'est vrai que j'avais cette envie d'y aller. Donc, je suis parti dans le cadre d'un master suite à mes études de droit et c'est là que j'ai atterri en fait à New York. Donc master en France? Non, en droit, aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Donc à la suite de mes études en France, licence, maîtrise. À l'époque, c'est dans ce qu'on appelait des DEA, DESS. Donc j'ai fait le troisième cycle. Et à la suite de ça, j'avais fait une demande pour venir faire un master en fait aux États-Unis. Et c'est dans cette situation-là, dans ces conditions-là que je suis venu étudier et ensuite que ça a commencé. Qu'est-ce qu'on t'a demandé à l'université pour être accueilli ici? Est-ce qu'il y avait un dossier à remplir? Il y a un dossier à remplir et il y a notamment, alors c'est sur dossier, c'est sur... et puis il y a surtout l'obligation de passer un test TOEFL de compétences en langue anglaise. Et puis c'est tout. Il n'y avait ni examen à passer, ni vraiment des entretiens à l'arrivée, c'était vraiment sur dossier. Voilà. Donc tout à l'heure, au début, pour te présenter, j'ai donné 4 adjectifs. Donc, est-ce que ce sont des nationalités? Nationalité française, nationalité anglaise, nationalité états-unienne et nationalité canadienne? Non, en fait, j'ai une double nationalité qui est française et américaine. Par contre, j'ai vécu ma première expatriation. En fait, je suis allé pour faire des études de droit aux États-Unis. Après, je suis revenu temporairement en France. Et après, je suis reparti en Angleterre. Donc, ma vraie expatriation de long terme, la première, a été en Angleterre. Donc, je suis devenu avocat anglais du fait d'avoir exercé là-bas pendant 12 ans et d'avoir vécu pendant 12 ans. Et donc, je n'avais pas jugé nécessaire de prendre une nationalité anglaise à l'époque parce que j'étais déjà européen à l'époque, faisais partie de l'Union européenne. Et puis le Canada, c'est devenu presque naturel vu que beaucoup de clients américains regardent sur un plan économique les États-Unis et le Canada. C'est le premier partenaire commercial des États-Unis. Donc ça me semblait presque naturel de vouloir faire ça comme université. J'ai bénéficié d'une passerelle avec le barreau français vers notamment le barreau du Québec qui a permis en fait une transition assez naturelle. Quand je te regarde, je vois un homme confiant en lui, capable de tenir une conversation. Tu es avocat donc et de pouvoir débattre, etc. Est-ce que je te vois posé, calme, est-ce que ces traits de caractère, cette identité-là, tu l'avais étant adolescent? Non, j'étais assez turbulent, j'étais assez tourmenté. Et je crois que ce qui en fait qui m'a mis quelque part en paix avec moi-même, ce qui peut surprendre beaucoup de gens, c'est l'entrepreneuriat. En fait, ce passage, je dirais, j'étais pendant très longtemps, j'étais pendant près de 15 ans salarié.
Et c'est vrai que j'étais un petit peu... j'avais un peu l'impression d'avoir un peu trouvé mes limites là-dedans, d'être un petit peu dans un cadre qui ne me correspondait pas forcément. Autant ma famille ne sont pas tous des avocats, en fait ma sœur et moi sommes vraiment première génération, autant je viens d'une génération quand même de soit d'indépendance, soit de profession libérale, puisque mon père était aussi profession libérale. Et donc j'avais cette envie de pouvoir... et alors la combinaison de cet entrepreneuriat et de le faire à l'étranger, dans des pays où il y a un terreau beaucoup plus propice à l'entrepreneuriat, en fait que je me suis retrouvé quelque part dans cette deuxième vie pour moi, qui fait que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même en tant qu'individu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par un terreau plus propice, ouais, je vais le dire comme ça, plus propice à l'entrepreneuriat, où il y a beaucoup trop de syllabes? Les États-Unis, surtout les États-Unis, sont un pays d'immigration, où les gens viennent d'ailleurs et les gens se sont réinventés une deuxième vie souvent, si ce n'est, ou même une troisième ou quatrième vie en venant aux États-Unis. En venant de France, il y a quelque chose dont on ne se rend peut-être pas compte quand on est en France, quand on est à l'intérieur, on le vit de l'intérieur, c'est qu'en fait on est souvent prisonnier de son passé, prisonnier de d'où on vient, des études qu'on a pu faire, des choix qu'on a pu faire professionnellement. Quand on va aux États-Unis, on se rend compte qu'on est dans un pays où en fait on vous pardonne tout ça en fait, parce qu'en fait c'est beaucoup moins important de savoir d'où on vient que où on va, et qu'à partir du moment où on est capable d'articuler cette vision qu'on a pour soi-même sur un projet professionnel nouveau, même si ce n'est pas en phase avec ce qu'on a pu faire avant, le marché va vous donner la possibilité de lui donner matière. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a une culture entrepreneuriale aux États-Unis, et puis surtout une culture de l'échec qui est très assumée, alors qu'elle ne l'est pas en France. En France, on prend souvent l'échec comme une catastrophe, si ce n'est professionnel, au moins personnel. Autant aux États-Unis, c'est souvent l'occasion d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois, et on vous pardonne beaucoup plus facilement d'avoir échoué en fait. Est-ce que tu t'es réinventé? Ah oui, complètement. Complètement, et j'étais en contrôle de ma vie. Donc en fait, c'était une combinaison à la fois d'un choix de vie de déménager en Amérique du Nord, et puis un choix d'exercer mon métier de façon différente. Ce qui a aussi généré en fait le fait de l'exercer différemment, c'est que la façon dont je l'avais exercé jusqu'alors ne pouvait pas être exercée de la même manière et avec les mêmes configurations aux États-Unis, le marché étant différent. Et donc je me suis davantage retrouvé dans un projet personnel que j'ai réussi quelque part avec l'aide à l'époque d'un consultant de pouvoir façonner de telle sorte à ce que non seulement ça correspondait à un marché que je souhaitais pouvoir toucher, mais en plus ça correspondait davantage à ma personnalité, je pense. Et quelle est ta personnalité? Une personnalité qui aime être en contrôle des choses, qui aime pouvoir ne pas avoir à dépendre d'autres quant à ses choix. Et puis surtout, ce côté un petit peu d'être patron quelque part de son projet, de comment est-ce qu'on va le marketer, comment est-ce qu'on va le positionner, etc. Mais aussi des échecs. De savoir que quelque part, dans tous les cas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et que dans ce cas-là, c'est ce qui me motive à aller toujours beaucoup plus loin. Je pense qu'en tout cas, aux États-Unis, on a toujours ce sentiment qu'il n'y a pas de limite. Que, comme on dit en anglais, sky's the limit. Donc il n'y a pas du tout de limite. Et ça, c'est extrêmement gratifiant quand on est entrepreneur. Est-ce que tu as été éduqué dans l'éthique de la responsabilité, puisque tu viens de dire je suis responsable, s'il se passe quelque chose, c'est ma responsabilité. Et est-ce que c'est aussi facile que ça? Facile dans le sens, est-ce que c'est aussi clair que ça dans l'existence? Non, enfin, j'ai pas du tout été élevé dans l'éthique de la responsabilité. Je pense que non, j'ai été élevé par contre avec une culture d'excellence. Je crois que mes parents nous ont toujours dit à ma sœur et à moi que de faire quelque chose qui nous plaît. Et puis surtout, pour une raison X ou Y, si on devait se retrouver un jour ou un autre, mes parents venant d'ailleurs eux-mêmes, aller dans un autre pays, ils voulaient quelque chose qui me permette quelque part de prendre ça avec moi, où que j'aille. Et donc, quelque part, j'avais ce sentiment d'être responsable de mon avenir. Mais après, dire que j'avais une culture de responsabilité d'une façon générale liée au droit, etc., pas du tout. Depuis combien de temps est-ce que tu es ici, à New York ou aux États-Unis? Alors j'ai quitté la France depuis près de 30 ans en fait, mais je suis revenu aux États-Unis depuis l'Angleterre, donc j'ai fait le passage de l'Angleterre aux États-Unis il y a près de 15 ans, 14 ans.
D'accord. Et cette prise de décision, est-ce que, puisqu'il y a la famille, il y a l'éloignement, est-ce que tu as vécu de l'éloignement ou une rupture? Est-ce que quoi? Est-ce que tu as vécu un éloignement ou une rupture? Une rupture Non, avec non, je pense que c'était, en fait, l'Angleterre, pour donner un petit peu de matière un petit peu à cette discussion, j'ai épousé une Américaine qui ne parlait pas un mot de français. On était revenu très temporairement en France à la suite de notre mariage et elle a eu beaucoup de mal à s'adapter à la culture française ne parlant pas le français. Donc l'Angleterre, vu qu'on avait fait récemment pris la décision de déménager de retour en Europe, en fait, semblait presque un compromis naturel pour rester en Europe. Et ça lui permettait de communiquer, etc. Mais ni elle ni moi n'avions de famille, en fait, en Angleterre. Donc, au bout d'un moment, quand mon fils est né, la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on a envie de pouvoir faire un projet familial entre nous. Et donc, ses parents vivant aux États-Unis, elle ayant un cadre familial aux États-Unis. Et puis, elle et moi n'ayons jamais eu l'occasion vraiment de travailler ensemble et de vivre ensemble aux États-Unis. En fait, c'était l'étape naturelle de notre développement. C'est vaste, les États-Unis. Pourquoi New York? J'ai toujours une passion pour New York, toujours. Peut-être aussi parce que certains films décrivaient New York avec les buildings. Mais en fait, avant de décider de l'université dans laquelle j'allais venir étudier, j'ai fait un petit peu un tour des campus et je me suis vraiment retrouvé. C'est pour ça que quand on me dit ce que j'aime les États-Unis, je réponds souvent j'aime New York. Parce que New York, c'est très différent du reste des États-Unis. C'est très cosmopolite. J'avais lu une statistique récente disant que 38% des New-Yorkais n'étaient pas nés aux États-Unis. Donc il y a de toutes les langues, toutes les cultures, toutes les religions. Et d'où qu'on vienne, on peut se sentir chez soi en fait à New York. Donc c'est ça qui m'a tout de suite plu. Comment as-tu choisi ton université pour passer le master? Est-ce qu'en France, tu avais des informations ou tu as dû te débrouiller tout seul? Non. Alors j'avais en fait contacté un organisme dont je ne sais pas s'il existe toujours, qui s'appelait, je crois, la Commission franco-américaine, qui à l'époque était à Paris, dans le quartier, je crois, du Trocadéro, et qui justement servait un petit peu de pont entre la France et les États-Unis, et avait toutes sortes de vidéos et présentant les différents campus et différents projets. J'avais souscrit à une bourse en fait d'études auprès d'eux aussi, que j'avais obtenue, et donc c'est vrai que j'avais fait mon travail en amont, un petit peu en avant, pour savoir quelles étaient, en fonction des spécialités que je voulais aussi faire, parce que les masters sont des masters pour beaucoup spécialisés, et je savais là où je voulais m'orienter. Donc j'ai regardé quelles étaient les universités qui présentaient ça, quelles étaient les mieux cotées. Parce que quand on n'a qu'une année d'études, j'ai fait qu'une année d'études aux États-Unis, il ne faut pas faire l'erreur d'aller dans une université de seconde zone, souvent, puisqu'on a déjà le handicap peut-être de n'avoir étudié qu'une année par rapport aux autres, et donc je voulais ne pas me tromper là-dessus. Et alors, quels étaient les domaines qui t'intéressaient, et les domaines juridiques, légaux, qui t'ont intéressé pour le droit? Au début, en fait, quand j'avais déménagé, je sortais d'un cabinet en France. Je travaillais en cabinet, qui était un cabinet où je faisais du droit des sociétés, beaucoup de droit des sociétés. Et donc, mon master, en fait, je l'avais fait beaucoup dans le droit des sociétés. Et c'est vrai que quand on regarde les universités, alors ça a changé, mais quand vous allez par exemple sur la côte ouest, beaucoup des universités vont avoir des programmes un peu davantage orientés vers les technologies, etc. Alors que sur la côte Est, on a beaucoup de programmes autour du droit financier, la finance, le droit boursier, le droit des sociétés. Donc voilà, en fait, c'est ça qui avait déterminé. Je pensais que le droit des sociétés allait me donner beaucoup plus d'une diversité d'approches et de possibilités pour quel que soit le secteur quelque part ensuite. Avant d'arriver à la deuxième partie pour parler justement de la création de ton projet, comment ça t'est venu à l'esprit, on va écouter un morceau que tu as choisi, donc de Victor Lemagne. C'est le compositeur de la musique de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, et c'est ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau? Est-ce que c'est lié avec les JO et ce qui s'est passé à Paris? C'est complètement lié avec les JO. Je dirais, j'ai vécu, alors moi, expatrié depuis longtemps, je suis retourné à Paris pour vivre les JO. À un moment où beaucoup de Parisiens quittaient Paris, en fait. Donc c'était une ambiance un peu particulière. Et j'ai vraiment adoré le souffle que cette cérémonie d'ouverture, au-delà des polémiques sur la thématique et ce qui a été choisi. Je pense que la musique il y avait un souffle lié à cette musique qui était absolument, et surtout quand on voit ce chevalier là sur l'eau, etc. Je trouvais que c'était absolument magnifique, et j'ai cherché pendant longtemps justement cette vidéo.
sur YouTube, qui en fait n'a pas été mis en ligne depuis très longtemps. Et voilà, donc je pense que ça, venant de l'étranger, étant quelque part un Français mais expatrié, revenant à Paris à cette occasion et voyant le souffle que Paris a pu insuffler à cette cérémonie et au-delà au JO, je pense que c'était une expérience unique et donc j'ai voulu le symboliser avec cette référence à cette musique. Alors écoutons cette expérience unique. Et vous êtes de retour sur Radio FM+, à écouter Le Fil du Fer avec Stéphane Grunwald. Donc Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de ton cabinet d'avocat? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes? Alors en fait, je travaille beaucoup avec une clientèle de sociétés françaises que j'accompagne en Amérique du Nord. Européenne au sens large, mais beaucoup de françaises. J'ai une grosse clientèle de start-up et d'entrepreneurs qui décident de faire, de sauter le pas un peu comme moi je l'ai fait à l'époque. J'ai passé aussi beaucoup d'une première carrière en fait avant de créer mon cabinet en entreprise. Et quand j'étais en entreprise, j'étais toujours dans le monde des technologies. Ce monde-là se marie très naturellement avec le monde des start-up. Donc en fait, c'est assez naturellement que je suis allé vers ça quand il s'est agi de se positionner sur le marché américain. Et donc voilà, donc c'est une clientèle. Et puis j'ai une autre partie de mon activité qui est dans l'autre sens, parce que je suis resté avocat en France. Et donc j'accompagne beaucoup de boîtes américaines sur les marchés français et européens aussi. Et français et anglais en grande partie, mais donc voilà, j'ai un cabinet qui est purement transatlantique, qui ne fait pas beaucoup de droit local à destination d'une clientèle locale, mais qui est vraiment dans du transatlantique dans tous ses aspects. Donc tu as dit que l'évolution a été naturelle. Vraiment? Ou alors est-ce que tu as eu une intuition du droit numérique, ça allait être de la propriété intellectuelle, etc., que ça allait être la chose du 21e siècle, en tout cas celui que l'on connaît? Non. Alors, il y a deux choses. L'intuition, alors, il y a la nature, le type de droit que je pratique, c'est une chose, et le côté transatlantique, c'est autre chose.
j'ai marié les deux, mais à l'origine, c'était de se dire qu'est-ce que je serais capable de vendre, parce que le marché américain, c'est un marché, il faut vendre. Il faut savoir se vendre, ce qui n'est pas quelque chose qu'on apprend en fac de droit. Hein. Bon. Et donc, il a fallu quelque part trouver un vecteur qui fasse comment me distinguer d'un marché où vous avez 1 300 000 avocats aux États-Unis. Je suis rien que sur New York, il y a 200 000 avocats. Donc, comment faire pour se distinguer de ça? En offrant quelque chose et une perspective que l'offre locale ne peut pas proposer. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est presque. Et puis travailler en Europe quand j'étais en entreprise, j'ai toujours travaillé dans des groupes américains basés en Europe. Donc j'avais déjà cette double perspective quelque part sur le. Alors après, au niveau du droit, c'est un droit qui est presque naturellement le résultat du fait d'avoir exercé dans cette industrie pendant longtemps. Donc je ne pense pas que j'ai d'emblée dit voilà, ça va être le droit du numérique, ça va être le droit de la propriété intellectuelle, mais c'est ce que j'avais pour moi et que j'étais en mesure de pouvoir vendre avec une crédibilité qui était associée à mon passage en entreprise pendant 15 ans. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc vendre, c'est se vendre, et vendre, c'est de la communication. Oui. Est-ce que c'est ta formation? Est-ce que c'est ton travail en tant que salarié? Est-ce que c'est ton entourage professionnel qui t'a permis d'avoir des exemples, des modèles pour pouvoir ensuite t'approprier les outils de communication pour travailler de manière très personnelle à te vendre? Alors, j'ai fait une école de commerce après mon droit en France. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup posé des questions de savoir est-ce que j'allais m'orienter vers le droit ou le commerce. Et c'est vrai que faire du droit commercial, droit des affaires, ça me permet un petit peu de marier les deux parce que mes clients sont, surtout quand on est en entreprise, on est amené à discuter de problématiques qui ne sont pas que légales, on travaille avec d'autres équipes, etc. Donc, il y a eu clairement ça. Après, le côté, je crois qu'il y a une partie qu'on a soi-même et il y a une partie qu'on apprend. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ayant moi-même évolué dans un environnement anglo-saxon étant jeune, j'ai compris certains codes culturels. Et quand on vend à un public américain, il faut vendre non seulement à l'américaine, donc le packaging est très important. Le packaging est important. On ne vendrait pas du droit comme on vendrait n'importe quel autre domaine. On ne vend pas du droit aux États-Unis comme on le vend en France. Voilà. Mais il faut aussi le vendre en connaissant quelle sera la réception qu'un consommateur américain aura du produit. Et le droit et l'approche et le réflexe juridique aux États-Unis est très différent du réflexe juridique en France. Donc il faut saisir l'importance du droit et comment le droit est perçu aux États-Unis par rapport à ce qu'il a pu être en France ou ce qu'il est en France. Est-ce que tu peux développer alors sur ces deux points? Quand je suis dans le métro, je vois des affiches d'avocats, c'est très rentre-dedans. Ils parlent beaucoup des accidents de travail, etc. Et on montre les avocats comme des super-héros ou du moins des gens tenaces, avec un esprit de taureau, etc., etc. Donc première chose, est-ce que toi tu t'es dirigé vers ça? Et puis, ma deuxième question viendra ensuite après ta réponse. Alors non, je ne me suis pas dirigé vers ça. En fait, c'est ce recours à la publicité, en fait, qui est en fait culturellement beaucoup plus, qui est lié en fait à une décision de la Cour suprême qui date il y a quelques années aux États-Unis, qui en fait libéralisait vraiment tout ça. À l'origine, c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que venant en France, quand on voit les origines de l'avocat étant souvent venant du clergé. En fait, c'est une approche complètement différente. On a toujours, même si aujourd'hui ça s'est beaucoup libéralisé, et même si les avocats n'ont pas encore le réflexe de la publicité comme on peut l'avoir ici, mais en fait, non seulement je n'ai pas recours à ça, certaines disciplines du droit font appel à ça. Pas toutes les disciplines, et comme tu l'as très bien dit, c'est essentiellement tout ce qui est blessure, tout ce qui est vraiment tout ce qui est vraiment dans le droit vraiment oui, tout ce qui est blessure aggravée, tout ce qui est crime, tout ce qui est vraiment les accidents. Moi, je suis pas dans ce domaine-là et ma clientèle n'est pas pour beaucoup une clientèle de particuliers. Donc, ceux qui se mettent dans ce marché-là sont souvent dans un domaine du droit qui n'est pas du tout le même que moi, en fait. Et donc, comment toi, tu as mené ta communication au début? Alors, est-ce que tu étais accompagné par des communicants, même si tu es sorti d'une école de commerce? Comment est-ce qu'on regarde pour son business plan, pour savoir que... Alors, le business plan pour un avocat, j'ai pas fait de business plan. Par contre, oui, j'ai clairement
au-delà de l'appétence naturelle et peut-être d'une formation un peu liée à mon éducation moi-même, j'ai fait appel effectivement à des professionnels qui m'ont permis quelque part de mettre ça sous une forme qui était digestible pour un public américain. Je vais vous donner en fait un exemple qui va te parler. Quand j'avais fait appel en fait à ce consultant tout au début, quand je savais que depuis l'Angleterre, je me destinais à rentrer aux États-Unis, elle m'avait demandé une copie de mon CV. J'avais un CV qui faisait 7 pages à l'époque. On m'avait dit, mais aux États-Unis, un CV de 7 pages, ça passera jamais. On se dit souvent, les gens n'ont pas le temps de lire, ne savent pas lire pour certains, et donc il faut aller à l'essentiel. Et un CV aux États-Unis, c'est une page et demie maximum. Donc il a fallu déjà que je fasse un travail sur moi pour réfléchir à la meilleure façon de vendre ce qui fait ma différence. Donc j'ai fait appel clairement à des gens qui, venant de cette culture-là, étaient capables de prendre cette distance par rapport à ce que j'apportais pour vraiment m'orienter de telle sorte à ce que ça puisse vendre le produit que je souhaitais pouvoir vendre sur le marché. Alors donc ma deuxième question, après ce que tu as dit, c'est 200 000 avocats à New York. Ouais. Nouvel avocat qui se lance dans la création de son entreprise. Le stress, est-ce qu'on peut en parler? S'il y avait du stress, s'il y avait des inquiétudes, ou est-ce qu'il y a une forme de... on a besoin de... C'est pas de s'illusionner, mais disons de ne pas regarder et penser à ce qui se passe à côté. Non. Ce serait absolument arrogant de dire qu'il n'y a pas de stress. Il y a eu clairement du stress qui était lié à plusieurs choses, qui n'est pas simplement lié au fait de commencer. Je changeais de pays, donc je venais de l'Angleterre, donc je n'avais pas mes références locales. Je commençais une nouvelle activité, je venais de l'entreprise. Et en plus, dans un nouveau pays où effectivement il fallait tout créer. Donc dire qu'il n'y avait pas de stress, il y avait forcément du stress. La vie à New York est chère. Et donc, il faut pouvoir vivre de ça. Alors, j'ai fait une transition, c'est-à-dire qu'au début, je travaillais, j'étais en fait placé par des agences qui plaçaient des avocats chez des clients. Donc, je faisais ça en parallèle de développer ma propre clientèle jusqu'au moment où je me sentais avoir suffisamment de volume de clients derrière pour pouvoir voler de mes propres ailes. Mais dire que c'était presque naturel et que je ne me suis pas posé des questions, non, c'est faux. J'ai eu clairement, au début, j'avais une famille en plus, donc il fallait pouvoir assurer ça derrière et se dire financièrement, ça va tenir. Et pour les premiers pas, alors pour rechercher d'abord de nouveau sur le marché, pour rechercher de la clientèle ici et trouver de la clientèle et pouvoir donc avoir un discours qui permette de convaincre, comment ça se passe? On arrive sur le marché et donc chercher des clients. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Alors, il y a toute une stratégie vraiment d'acquisition. Je travaille avec je suis accompagné par des gens de seul métier, c'est-à-dire qu'ils vont effectivement sur la base de cibles qu'on a très, très précisément identifiées par rapport à ce que je souhaite être mon activité principale. On a identifié des cibles, des industries, du type de fonction qui m'intéresse et on prépare par rapport à ça un plan de communication, un plan de positionnement du business, ça associé au travail sur le site web, sur la phraséologie sur le site, qu'est-ce qu'on souhaite mettre dedans, quelle page. J'ai un site qui est bilingue, mais qui n'est pas une traduction l'un de l'autre en fait. Chacune des pages en fait s'adresse à une audience différente, venant d'un pays différent, ayant des besoins différents. Donc il a fallu travailler avec une agence de référencement naturel au début déjà pour s'assurer d'avoir les bons mots-clés et vraiment travailler aussi bien sur la structure du site, le langage, que la partie vraiment communication et la partie acquisition qui est liée à des campagnes d'acquisition de références pour se faire connaître sur un marché où en arrivant, j'étais pas connu. Donc ce sont ceux qui sont devenus des clients, qui t'ont trouvé, qui ont trouvé ton cabinet d'avocats en ligne ou sur comment dire, là où l'on trouve. C'est une combinaison de choses. Hein. Il y a clairement une partie avec le référence naturel qui est presque passive. C'est-à-dire que quand des gens font des recherches Google, ils sont dirigés vers ton site, etc. Mais il y a une partie aussi active où on doit contacter les décideurs, que ce soit au sein des entreprises ou au sein de sociétés, de start-up, etc. Et puis d'engager le dialogue, d'avoir ce qu'on dit en fait aux États-Unis, on parle de elevator pitch.
qui est en fait savoir en très peu de mots de dire de quoi il en ressort, de ce qu'on fait. Et donc il a fallu travailler à ça. En France, on dit souvent qu'il faut 40% de mots en français pour dire la même chose qu'en anglais. Donc quand on parle qu'on souhaite vendre du droit français par exemple ou européen à une clientèle américaine, il faut pouvoir s'adapter à ce calibre et ce format. Et du côté français, il faut pouvoir adapter sa communication à l'audience et aux codes culturels qui sont ceux de la France. Est-ce que tu veux dire que ici, les clients ne sont pas patients? Ils ont du mal à entendre et d'avoir un message qui dépasse la punchline ou je ne sais pas comment dire. Ils sont moins patients parce que d'abord, il y a c'est quand même, surtout sur New York, c'est une activité extrêmement dense, rapide, un rythme de vie qui est quand même beaucoup plus accéléré. Moi, je le vois même parce que j'ai une grosse clientèle de start-up et quand je vois les start-up faire leur pitch auprès d'investisseurs américains, je vois aussi qu'on passe parfois de nombreuses minutes à écouter quelqu'un qui va parler, qui n'a toujours pas dit ce qu'il faisait en fait. Et ce côté en fait de ne pas savoir exprimer en très peu de mots ce qui fait notre différence, c'est quelque chose qui est culturellement lié en fait d'où on vient. Mais donc il faut savoir s'affranchir quand on souhaite approcher une clientèle ou un auditoire différent aux États-Unis. Alors parlons du nom de ton cabinet. Le nom de ton cabinet, c'est l'avocat transatlantique. Oui. C'est une marque qui est déposée et protégée. Oui. Comment est-ce que tu as trouvé le nom? Donc le nom, c'est aussi dire ce que tu es. Est-ce qu'il y a eu de la recherche? Est-ce qu'il y a eu du temps pour trouver ce titre-là qui raconte ce que tu es? Pas plus que ça. En fait, je pense que quand on est, surtout moi au début, quand j'ai créé mon cabinet, j'étais avocat indépendant solo. Donc le fait de le mettre au singulier, l'avocat transatlantique, quand on voit des Français qui sont installés comme avocats aux États-Unis, ils sont tous quelque part transatlantiques. Sauf que mon activité n'est pas simplement une activité transatlantique du fait des clients que j'ai, c'est qu'elle s'exerce des deux côtés de l'Atlantique. Donc comment mettre en avant cette différenciation et d'être un pont entre deux continents, c'était justement le fait de marier le côté avocat et le côté transatlantique de mon activité. Donc tu as déposé le nom. Pourquoi est-ce que c'est important de déposer un nom, soit ici aux États-Unis, soit ailleurs? Ça permet d'abord d'avoir une marque qui est reconnue. Ça permet de pouvoir mettre une valeur dans la marque et de pouvoir augmenter cette valeur-là au fur et à mesure de l'évolution de l'activité. Mais je l'ai déposé aussi en langue anglaise sur le marché américain dans l'autre sens. Donc non, c'est le fait d'avoir un branding quelque part en phase et que ce branding, plus il est protégé, plus il permet d'en faire un marketing actif et puis de se protéger en cas de contestation. Mais là, je suis un peu moins inquiet. Je pense qu'effectivement, il y a de la place pour plus d'un avocat transatlantique. Après, je voulais effectivement être associé. Et puis, mon nom de domaine lui-même est indexé sur cette même identification. Est-ce que tu peux parler peut-être d'exemples précis pour les auditeurs et auditrices, pour éclairer ce qu'est ton travail, ce que tu fais? Est-ce que tu as des affaires des années passées dont tu peux parler ou est-ce que c'est je ne peux pas te donner de nom. Oui, sans donner de nom. Mais par contre, c'est vrai que mon parcours, il est simple. C'est-à-dire que j'essaye... je suis moi-même entrepreneur à l'origine, venant d'Europe. Et donc, j'ai fait des erreurs, on en fait tous, et on apprend de ces erreurs-là. Et j'ai voulu établir mon cabinet sur la base justement de ce que j'ai pu glaner comme expérience de l'entrepreneuriat et quelque part du transfert international pour aider d'autres professionnels ou d'individus qui souhaitent venir aux États-Unis et faire la même chose dans leur domaine. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment... et surtout, ce que je me suis rendu compte, Lionel, c'est que les erreurs qu'on commet quand on vient de l'international sont toujours les mêmes. Souvent, on a et ce rapport qu'on a au droit, c'est quelque chose qu'on n'a pas aux États-Unis, qui est très différent aux États-Unis. En fait, quand on est en France, le rapport à l'avocat, on a un problème, on va vers l'avocat. Aux États-Unis, on va d'abord vers l'avocat. Tout commence par le fait de border les choses, de faire un vrai travail d'audit avant de se lancer dans un marché, quel qu'il soit.
parce qu'on a peur de se faire attaquer, parce qu'attaquer aux États-Unis, c'est un sport national. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai voulu... cette culture-là, quand j'ai vu les erreurs, c'est que soit on se dit ça marchait en France, ça marchera aussi bien aux États-Unis, ou alors je connais mon produit mieux qu'un Américain, je vais le vendre mieux qu'un Américain, alors qu'on ne comprend pas forcément les codes culturels locaux, etc. Et donc, je vois beaucoup de ces erreurs-là où on n'a pas voulu mettre en amont l'effort et parfois les budgets nécessaires pour justement préparer tout ça. Et on fait ensuite des erreurs qui se payent cash ensuite, parce qu'aux États-Unis, malheureusement, on paye cash et souvent le cash est assez élevé. Donc, j'ai voulu quelque part, voilà, beaucoup de travail que je fais, en fait, est un travail d'information ou un travail qui n'est pas forcément monétisé, mais qui permet d'évangéliser un petit peu ce rêve de l'international que beaucoup de gens ont, en fait. Je te remercie. On va continuer et on continuera la conversation pour parler un peu plus donc, du monde des startups, du numérique et de la propriété de droits intellectuels dans ce monde où ça bouge pas mal de ce côté-là, je crois.